Mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, l'équipe Snapo Média est heureuse de vous accueillir dans ce nouveau numéro de votre émission La question du pharmacien. Nous traiterons durant cette émission d'un sujet d'actualité, la dispensation des médicaments psychotropes. Pour nous accompagner, nous avons le privilège de recevoir M. Belambri Messoud, président du syndicat national algérien des pharmaciens d'officine. Bonjour M. Belambri. Bonjour, Sami. Le paysage réglementaire pharmaceutique a connu la publication du décret 19-379 fixant les modalités de contrôle administratif, technique et de sécurité des médicaments ayant des propriétés psychotropes. Dès lors, c'est l'effervescence chez l'administration et les professionnels de santé, notamment les opérateurs pharmaceutiques, en particulier les pharmaciens d'officine. Rappelons que c'est l'un des premiers textes réglementaires finalisés de la loi de santé 1811. Quelle est votre lecture de ce fait ? Avant tout, il faut rappeler que c'est un décret exécutif et c'est un texte qui a pour vocation principale d'organiser la gestion sur un plan technique et administratif et professionnel des produits dits psychotropes. Il ne concerne pas que les pharmaciens d'officine, il concerne pratiquement tous ceux qui sont autorisés par la réglementation à manipuler les produits psychotropes. Il concerne également toute la chaîne, la matière première, son importation, la production. Il concerne le secteur de la distribution, la prescription par les médecins et aussi la dispensation au niveau des officines pharmaceutiques et des pharmacies publiques hospitalières. Et en bref, il concerne aussi bien le secteur public que le secteur privé, toute catégorie confondue. Quel a été l'état des lieux avant la publication de ce décret ? Justement, avant ce décret, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Même les registres qu'on avait au niveau de nos officines n'avaient aucune assise juridique, notamment le fait de les côtés paraffés, ce n'était pas du tout défini. Les modalités de contrôle de ces registres dits ordonnanciers, etc. La réglementation était totalement floue, pour ne pas dire vide. Inexistence dans certains cas. Justement, c'est pour ça qu'il était absolument nécessaire de cadrer les choses, et comme je l'ai dit au début, donc c'est un texte qu'il était indispensable de confectionner. Il était même revendiqué par tous les acteurs du médicament et principalement les pharmaciens d'officine, parce qu'à un moment donné, on ne savait plus où donner de la tête, on ne savait plus quelle était l'ordonnance conforme et réglementaire, on ne savait plus qu'est-ce qu'on allait faire de ces registres, de quelle façon gérer ces produits psychotropes, comment doit-on se comporter avec le détournement d'usage de certains produits qui ne sont même pas classés psychotropes, etc. En tout cas, c'est un texte qui va mettre de l'ordre, qui va définir les responsabilités de chacun, et qui ne concerne pas du tout uniquement les pharmaciens d'officine. C'est toute la chaîne, c'est toute la chaîne qui intervient dans le cycle des médicaments dits psychotropes. Avant d'entamer la discussion sur le décret proprement dit, M. Belambri, quel a été le contexte dans lequel s'est faite la rédaction de ce texte de loi, qui a participé à cette rédaction, et enfin, quel a été le rôle du syndicat dans cette rédaction? Avant ce décret, qui va être appliqué à partir du 5 avril prochain, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que la loi 04-18. Donc, au moindre petit souci, à la moindre défaillance de gestion, dès qu'il y avait une enquête, dès qu'il y avait des soucis par rapport à l'origine des ordonnances, à la qualité de la prescription, dès qu'il y avait la moindre enquête, dès qu'il y avait n'importe quel problème relatif aux psychotropes, le pharmacien se retrouvait pratiquement toujours seul, désigné coupable, le seul inquiété, et on se retrouvait la plupart du temps sous la coupe et sous l'application de la loi 04-18. Parce que c'est tout ce qu'il y avait dans l'arsenal réglementaire pour gérer et pour répondre à toutes les situations où il y avait un problème de gestion de psychotropes ou un problème de détournement. Pharmacien toujours désigné coupable,
Et pour rectifier cette situation, qu'est-ce que vous avez entamé comme démarche? Oui. Et c'est suite justement par rapport à toutes ces inquiétudes, toutes les condamnations prononcées à tort ou à raison contre les pharmaciens, y compris quand il s'agissait de produits qui n'étaient pas du tout psychotropes. Et donc la situation devenait intolérable. Il fallait absolument cadrer les choses, définir les responsabilités de chacun et sécuriser le cadre professionnel et technique dans lequel exerçait le pharmacien d'officine. Il fallait absolument donc mettre de l'ordre dans ces ordonnances, leurs prescriptions, définir un modèle réglementaire des ordonnances, mais aussi introduire un certain nombre d'outils de gestion administrative et technique dans le circuit et dans la chaîne du médicament donc psychotrope. Et à partir de là, justement, on a commencé à travailler avec toutes les parties concernées. Là, justement, pour revenir à la question, qui était associé, qui a mené les travaux sur ce dossier. Donc, suite à notre réaction, suite à nos multiples protestations depuis des années, donc en 2015, précisément en octobre 2015, plutôt en octobre 2016, il y a eu une instruction du chef du gouvernement adressée au ministère de la Santé et au ministère de la Justice. Le ministère de la Santé était chargé d'élaborer donc un projet de texte réglementaire qui organisait la gestion technique, administrative et professionnelle des produits psychotropes. Il y a eu donc une commission mixte multipartite où étaient principalement donc présents les services habilités du ministère de la Santé, à savoir l'inspection générale, la direction de la réglementation et principalement menée par la direction générale de la pharmacie et des produits pharmaceutiques. Il y avait le Conseil de l'ordre des pharmaciens, le SNAPO, il y avait l'UNOP, le Conseil de l'ordre des médecins, il y avait le LNCPP, il y avait l'ANPP. Et à un moment donné, il fallait associer, quand nous avons avancé dans l'élaboration du projet, il fallait associer donc la DGSN et la gendarmerie nationale, y compris la sécurité sociale, parce qu'il y avait certains aspects qui concernaient la dispensation des psychotropes dans le cadre du tiers payant. Voilà, donc les travaux ont duré pratiquement 2 ans, un peu plus, se sont arrêtés à un moment donné, d'où le mouvement de protestation de mai. Entre le sit-in et la grève. Le sit-in devant le ministère de la Justice le 20 mai, la grève nationale le 29 mai, et puis il y a eu donc 3 réunions de finalisation de ce projet en juin 2019, et son adoption enfin par le Conseil du gouvernement le 17 juillet passé, pour finir par être publié au journal officiel. Donc, si ce texte est venu, il est venu pour remplir un énorme vide, un vide qui portait préjudice à la sécurité, et qui portait atteinte à la sécurité de l'exercice de l'officine, parce que les pharmaciens ne savaient plus où donner de la tête. Certains carrément déclaraient la grève des psychotropes, ils ne vendaient plus des psychotropes au niveau de leur officine. Certains ne savaient plus faire la différence entre le vrai et le faux malade, la bonne et la mauvaise ordonnance falsifiée, fictive ou bien de complaisance. Et il fallait en finir avec cette situation où le pharmacien faisait toujours face à des situations difficiles et délicates, se retrouvait toujours désigné comme coupable et devait répondre à chaque fois devant la justice et les services de sécurité. Donc, on considère réellement et avec conviction, et on l'a toujours annoncé, le contenu de ce décret, que c'est une bonne chose qui va mettre de l'ordre dans la gestion des psychotropes et qui va nous permettre d'exercer dans la sécurité, la sérénité et la tranquillité avec beaucoup plus de visibilité. Très bien. Quelles sont les nouvelles dispositions apportées par ce nouveau décret concernant la responsabilisation des acteurs de santé? Oui. Cette notion de responsabilité est très importante. Le pharmacien est responsable dans l'exercice de sa profession, responsable de détention, responsable de la dispensation de ces médicaments psychotropes. Et c'est une notion que nous avons toujours défendue avec jalousement, cette notion de responsabilité par rapport, pas seulement aux psychotropes, mais par rapport à tous les produits pharmaceutiques. Seul le pharmacien a le droit de détenir ces produits, seul le pharmacien a le droit de les dispenser.
Mais avant d'aller plus loin par rapport au dispositif mis en place par le décret, juste pour faire une différence entre un décret exécutif et une loi. La loi 04-18 qui lutte contre l'usage illicite des psychotropes et stupéfiants, elle contient certaines dispositions pénales. Et la loi, en cas d'infraction, s'appuie toujours sur des dispositions de loi, pas de décret ou d'arrêté ou de circulaire ministériel, pour se prononcer au sujet de la culpabilité ou pas d'une personne et ou d'un définir les citoyen. peines qui en suivent. Le décret, il a une vocation technique. Hein, D'organisation. Oui, en arabe, on dit « nostandimi ». Donc, pour expliquer, c'est un texte qui est venu pour organiser la gestion et le travail, le traitement de ce produit, de ces produits psychotropes. Parmi les nouvelles mesures, donc, tout le monde le sait maintenant, en ce qui nous concerne, par rapport par exemple aux médecins, ils sont donc soumis désormais à la détention d'un registre de prescription. Et c'est très important justement cette notion de noter sur un registre les prescriptions établies par le médecin. En plus, ces prescriptions sont désormais établies sur des ordonnances dites à souche, en 3 exemplaires. La souche rose, la dernière, elle est gardée chez le médecin. Jaune et la blanche, elles sont délivrées donc, au malade qui, lui, les présente au pharmacien, en plus de la sérialisation des ordonnances. Donc, on avait d'énormes difficultés avec la prescription médicale, avec quasiment l'absence de responsabilité en matière de prescription chez nos confrères. Et là, c'est très important d'avoir instauré ces outils, non seulement pour renforcer cette notion de responsabilité, enlever un petit peu la lourdeur et la pression énorme qui pesait sur les pharmaciens en matière de prescription. Désormais, ce ne sera plus des ordonnances ordinaires qui sont photocopiées ou bien établies à la main, ou bien scannées, ou bien établies par un outil informatique qui vont servir à avoir des psychotropes, mais des ordonnances, à notre avis, suffisamment sécurisées sur un plan physique, sur le plan de l'impression, sur le plan de la présentation, avec des couleurs différentes, avec des souches gardées au niveau du médecin, au niveau du pharmacien qui va garder désormais la copie jaune sans avoir désormais à photocopier et à justifier avec force en cas de problème que c'est réellement une photocopie authentique faite sur une ordonnance originale, etc. Maintenant, il y a un numéro de série, il y a des couleurs bien définies. Et, il y a une traçabilité claire maintenant concernant les prescriptions. Ouais. Non seulement ça, par rapport à la notion de traçabilité, parce que nous avons anticipé sur la loi de 04-18 qui sera révisée, parce qu'en parallèle avec les instructions qui ont été données au gouvernement, par le gouvernement au ministère de la Santé pour établir ce décret, il y a des instructions donc, qui sont parties au ministère de la Justice pour réviser la loi 04-18. Et justement, pour rassurer les confrères par rapport encore à la sécurité qui est instaurée en matière de dispensation face à ces ordonnances, qui ne seront plus à l'avenir uniquement des ordonnances à souche, il y a cette notion de sécurisation électronique. Il y a la notion et l'ancrage juridique de l'ordonnance électronique qui est introduite dans la loi qui va modifier la loi 04-18, parce que dès le moment où le médecin prescrit une ordonnance à souche, il va en même temps procéder à son enregistrement. À sa mise sur réseau. Oui, il y a un réseau qui va être établi. D'un portail électronique protégé, hébergé par le ministère de la Santé. Et l'ordonnance électronique sera donc créée de cette façon, où il sera possible aux pharmaciens de la consulter avant de la dispenser. Donc tout ça, c'est un ensemble d'outils complémentaires entre la future loi qui va réviser la loi 04-18 et l'actuel décret qui va entrer en application à partir du 5 avril prochain. Vous venez de nous expliquer la traçabilité des prescriptions entre ordonnances à souche concernant les décrets et probablement prochainement dans la loi 04-18 avec l'introduction d'un réseau pour les prescriptions. Qu'en est-il pour la traçabilité des médicaments? Psychotropes, bien sûr. Par rapport à la traçabilité des médicaments, donc en matière de gestion, il y a déjà cette notion de bande de commande qui est introduite.
Mais je rappelle juste que la notion de bon de commande, elle n'est pas nouvelle dans les pratiques commerciales. C'est une disposition commerciale qui était ancienne commerciale obligatoire pour toute transaction commerciale, pour toute commande, même si elle est faite par téléphone, par SMS, par mail, elle doit être consacrée par et confirmée par un bon de commande physique. Sinon, l'opération commerciale est considérée illégale et caduque. Elle n'aura pas de poids juridique en cas de problème. Pour les psychotropes, le bon de commande devra être désormais fait à part uniquement pour les produits psychotropes et ne doit pas contenir d'autres produits. Donc la traçabilité de la gestion au niveau de l'officine commence à partir de l'établissement de ce bon de commande. Bien sûr, il y a la question pratique. Beaucoup se posent la question de quelle façon, etc. Il faut que les pharmaciens sachent que maintenant, même concernant les produits pharmaceutiques habituels, c'est-à-dire pour leurs commandes qui concernent les médicaments, qu'ils font au quotidien auprès de leurs fournisseurs, même quand ils font ça par téléphone, la majorité des grossistes répartiteurs, la majorité des distributeurs génèrent automatiquement un bon de commande. Et un grand nombre de ces distributeurs accompagnent la facture et la livraison avec ce bon de commande et exigent la signature et le cachet du pharmacien. Ceci pour donner une conformité à la transaction commerciale et à la commande, à la facture et à la livraison. Donc la commande, cette notion de bon de commande n'est pas nouvelle, elle est obligatoire depuis longtemps dans toute transaction commerciale, pas uniquement dans le domaine du médicament. Mais maintenant, s'agissant de produits psychotropes, de produits sensibles, cette notion de bon de commande prend toute son importance et elle sera désormais exigée pour la pratique. Donc j'ai cité les grossistes qui la génèrent de manière automatique, qui sera confirmée par le pharmacien, ou bien tout simplement le pharmacien fait un bon de commande, il adresse par fax ou par mail en pièce jointe. C'est la modalité de l'application de cette partie qui reste assez floue. Est-ce que le pharmacien doit préalablement établir son bon de commande et l'envoyer chez son grossiste répartiteur, ou il peut toujours passer commande et le bon de commande sera accompagné avec la facture, bien sûr, où les médicaments sont emportés de manière séparée? Le plus important, c'est qu'en cas de vérification a posteriori, qu'il y ait ce bon de commande qui ait été établi et qu'il soit aussi présent chez son fournisseur, parce que le fournisseur, pour justifier d'une livraison, d'une facturation, doit disposer de ce bon de commande. C'est clair, très bien. Le pharmacien était directement exposé aux dispositions de la loi 04-18 qui sont extrêmement répressives en cas de jugement dans des affaires de trafic de psychotropes. Entre comparution immédiate, non-classement de certains produits détournés, la notion d'ordonnance fictive et de complaisance, quels sont les changements et les solutions contenus dans ce décret? Justement, vu le vide qu'il y avait auparavant, il n'y avait que la loi 04-18, il n'y avait que l'application de l'article 16, et parfois même, c'est malheureux, on est arrivé à voir des pharmaciens condamnés sur la base de l'article 17. Que dit l'article 16? Il traite donc de la vente sans ordonnance, vente sur présentation d'une ordonnance de complaisance ou bien d'une ordonnance fictive. Là, c'est des condamnations de 5 à 15 ans de prison. L'article 17, il dit commerce illicite de produits psychotropes, et là c'est de 10 à 20 ans. C'est aberrant d'avoir condamné des pharmaciens dans le cadre de cet article. Et pourquoi on s'est retrouvé devant ce genre de situation? C'est justement à cause du vide réglementaire en matière de gestion des produits psychotropes. À la moindre erreur de gestion, à la moindre défaillance, à la moindre enquête qui faisait impliquer le pharmacien directement ou indirectement, il n'y avait que la loi 04-18 qui était là et qui devait être appliquée sur le pharmacien. Maintenant, avec ce décret, que les choses sont réglementées sur le plan de la gestion, c'est-à-dire en ce qui concerne le pharmacien sur le plan de la détention et de la dispensation, eh bien, même en cas de problème, en cas de défaillance, il y aura cette nouvelle notion qui a été introduite à l'insistance du SNAPO et du Conseil de l'ordre, la notion de commission. Commission locale, à notre sens, donc, elle va être, comme c'est défini dans le décret, elle va être installée par arrêté ministériel, donc c'est un texte qui doit venir prochainement, dans quelques semaines ou quelques mois. Il y aura donc la commission nationale et les commissions locales au niveau de chaque wilaya. C'est une commission qui doit absolument être composée selon ce qui a déjà été discuté
de gens d'administration responsables, c'est-à-dire de cadres de la direction de la santé, de représentants de la profession, et puisque le texte concerne les directeurs techniques, il concerne les pharmaciens hospitaliers, concerne les médecins, concerne les pharmaciens, etc. Donc, il sera forcément constitué des représentants des différentes organisations professionnelles, principalement par le Conseil de l'ordre et puis par les syndicats représentatifs. Donc, c'est beaucoup plus une commission à vocation administrative, technique et professionnelle auxquelles seront soumis les différents rapports, par exemple, lors des inspections, des praticiens inspecteurs, des pharmaciens inspecteurs. Il est dit désormais dans le décret, parce qu'auparavant, le praticien inspecteur, le pharmacien inspecteur, quand il faisait des inspections, il pouvait lui-même initier une affaire en justice, saisir les services de sécurité, ou bien saisir le procureur de la République directement, ou bien le juge d'instruction. Mais là, maintenant, avec ce décret, il est bien précisé, à chaque fois, dans 3 ou 4 articles, qu'à chaque fois, en cas d'infraction constatée par le praticien inspecteur, par le pharmacien inspecteur, qu'il devait saisir la commission qui a une vocation d'appréciation, de gestion administrative, technique et professionnelle, composée également donc de représentants et de professionnels, saura apprécier à sa juste valeur les problèmes soulevés et les défaillances ou bien les insuffisances constatées ici et là au niveau des lieux d'exercice, parce que je répète, ça ne concerne pas que le pharmacien d'officine. Ce n'est pas un texte qui est destiné contre le pharmacien d'officine. Au contraire, il est venu éclaircir les modalités d'exercice et de gestion de ces produits psychotropes, mais il concerne tous les professionnels qui auront à gérer les produits psychotropes, aussi bien au niveau hospitalier, au niveau de la distribution, de la production, de l'importation, etc. Et la notion des ordonnances de complaisance et des ordonnances fictives, elle est toujours maintenue? Justement, maintenant que ce décret, il donne une définition de l'ordonnance réglementaire. Il y a tout un article qui détaille la conformité de l'ordonnance. Dans sa présentation, les renseignements qu'elle doit contenir, etc. Donc maintenant, c'est précis. Le modèle, les souches, la sérialisation, qui peut prescrire, les conditions de prescription, de dispensation, la durée de validité de l'ordonnance qui est de 3 mois, la durée maximale de prescription qui est aussi de 3 mois, tout ça c'est défini. Donc à partir de là, le pharmacien sait à quoi s'en tenir. Nous avons désormais affaire à une ordonnance réglementaire ou non réglementaire. C'est pour ça que, justement, en parlant d'ordonnance fictive et de complaisance, dans le travail déjà entamé avec le ministère de la Justice pour la révision de la loi 04-18, ou dans l'article 16, il était toujours question d'ordonnance de complaisance ou bien d'ordonnance fictive, ces notions vont disparaître. Dans la prochaine mouture, Inch'Allah, on ne parle plus que d'ordonnance réglementaire. Donc d'ordonnance conforme à ces normes qui sont désormais définies par le décret. Très bien. Même avec ces dispositions qui sont mises en place pour définir cette ordonnance réglementaire, il y a toujours la possibilité pour qu'elle soit falsifiée. Dans ce cas, qu'est-ce que prévoit la loi? De toute façon, vu les dispositions prévues par l'actuel décret, donc le pharmacien, il est tenu à un contrôle dans la forme de l'ordonnance. Il n'est plus responsable de la bonne ou la mauvaise intention du malade ou bien de la notion de véritable qualité de ce malade. Est-il malade vraiment ou pas? Va-t-il commercer avec ses médicaments ou pas? Y a-t-il eu complaisance entre le médecin et le malade? On s'en tiendra à la forme réglementaire ou pas de l'ordonnance. Il y a certaines conditions qu'elle doit remplir, cette ordonnance. Il y a des exemplaires que le pharmacien doit exiger du patient, des renseignements, etc. Donc, si l'ordonnance en apparence elle est conforme avec le cachet, le numéro d'inscription au Conseil de l'ordre du médecin, il n'est plus question d'admettre qu'à l'avenir, il y aura des inculpations pour ces ordonnances de complaisance ou des ordonnances fictives. Et c'est pour ça justement qu'on continue à exercer toute la pression possible
sur le gouvernement et sur le ministère de la Justice pour qu'elle accélère la publication du projet de loi qui révise la loi 0418, où la notion d'ordonnance de complaisance et d'ordonnance fictive va définitivement être supprimée. Très bien. L'épineuse question de la publication des listes actualisées des médicaments psychotropes se pose toujours. Ces listes sont-elles finalisées et vont-elles être bientôt publiées? C'est vrai que les tableaux des psychotropes stupéfiants n'ont pas été publiés avec l'arrêté qui, lui, a été publié le 9 juillet 2015 par le ministère de la Santé, comme le stipule l'article 2 et 3 de la loi 0418. Mais ces listes, elles existent et elles sont opposables. Elles sont opposables à tous, aussi bien aux professionnels qu'aux différentes institutions. Quand je dis les différentes institutions, c'est-à-dire les enquêteurs des corps de sécurité, police ou gendarmerie, ou bien les corps de la justice. Et là, justement, suite à notre action de revendication, le gouvernement a donné une instruction au ministère de la Santé qui a transmis une deuxième fois ces listes aux services concernés, donc à la DGSN, à la gendarmerie et au ministère de la Justice, qui, selon nos informations, ils les ont bien diffusées à toutes les cours de justice de toutes les wilayas d'Algérie, et ils sont en train de travailler avec. D'ailleurs, depuis la diffusion de ces listes de manière officielle, à notre connaissance, aucun cas ne nous a été soulevé de la base de nos bureaux de wilaya concernant des condamnations ou des poursuites même pour les pharmaciens. Ou bien des poursuites concernant ces produits qu'on appelle les produits détournés et qui ne sont pas classés comme psychotropes. On dit aussi que c'est des psychotropes assimilés tels que la prégabaline, trexifénidil ou bien le tramadol ou même le nosinol. Aucun n'a été condamné sur la base de la loi 0418 parce qu'officiellement, ils ne sont pas classés comme psychotropes et les listes sont chez tous ces services que j'ai déjà cités, à savoir la justice, la DGSN et la gendarmerie nationale. Maintenant, ce qui est en train de se faire, l'arrêté a été révisé, il a été actualisé, les listes elles ont été une nouvelle fois mises à jour par le ministère de la Santé, et ils sont en cours de publication. Donc, logiquement, donc, on a été reçu par le ministre délégué, chargé de l'industrie pharmaceutique, qui s'occupe de toutes les affaires officielles de la pharmacie et du médicament. Donc, il nous a assuré que l'arrêté va être publié incessamment, avec les tableaux cette fois-ci. Mais même si elles ne sont pas publiées, elles existent et elles sont opposables. Maintenant, pour la deuxième question, et qui concerne les médicaments qui ne sont pas classés comme psychotropes, mais qui sont détournés de leur usage. À l'exemple de ceux déjà cités, la prégabaline, trexifénidil, tramadol, ou bien le nosinol. Donc ça, sur le plan des procédures, le ministère nous a annoncé qu'il comptait prendre une disposition spécifique, imposant donc à tous les intervenants de leur appliquer les mêmes dispositions prévues par le décret que pour les psychotropes, c'est-à-dire qu'ils seront soumis à enregistrement, à ordonnance à souche pour les prescriptions. À leur prescription sur des ordonnances à souche et à leur enregistrement sur l'ordonnancier. Donc il y aura certainement un arrêté ministériel ou même une circulaire, sinon même une instruction, qui va lister de manière précise ces produits et qui va donc préciser que les dispositions du décret sont applicables à ces produits. Mais là, permettez-moi juste d'insérer une précision, c'est que ces produits sur le plan légal, sur le plan de la loi, le décret c'est le travail, c'est technique, c'est gestion. La loi, elle dit psychotropes, stupéfiants et des produits pharmaceutiques. Donc, sur le plan de la loi, sur le plan légal, ces produits dits assimilés, qui ne sont pas classés comme psychotropes, qui ne sont pas classés. Donc les dispositions de la loi ne sont pas applicables à ces produits. Il ne faut pas que les dispositions de la loi 0418 leur soient appliquées, parce que officiellement, ce ne sont pas des psychotropes. Donc ces procédures du décret leur seront appliquées juste pour assurer une sécurité de gestion, une traçabilité. Très bien. La publication du décret et sa mise en application, sans la parution des listes des psychotropes, a suscité beaucoup de confusion chez beaucoup de pharmaciens quant à l'application des dispositions du dit décret. Comment analysez-vous cette situation? Là, on a expliqué, donc, même si les listes n'ont pas été publiées,
Elles sont opposables et elles existent chez tout le monde, aussi bien les professionnels de santé que les services de sécurité ou judiciaires. En plus, comme déjà annoncé, le ministère de la Santé va republier l'arrêté avec cette fois-ci la publication des tableaux. Avant la mise en place, oui, avant le 5 avril? On a été reçu à 2 reprises avec Monsieur le ministre délégué, on a été par Monsieur le ministre délégué, et ces précisions nous ont été données, et nous avons interpellé aussi par courrier officiel le ministère de la Santé pour accélérer non seulement la publication de cet arrêté avec les tableaux, mais aussi afin d'assurer la diffusion de l'information concernant ces nouvelles dispositions du décret, notamment à toutes les DSP et à tous les médecins. Très bien. Monsieur Bellombry, brièvement, en cas de présentation d'une prescription contenant un médicament psychotrope, en plus d'autres médicaments qui ne le sont pas, le pharmacien doit-il servir cette ordonnance? L'ordonnance qui doit contenir les psychotropes doit absolument être une ordonnance à souscrire. Obligatoirement. Obligatoirement. S'il y a une prescription sur une ordonnance habituelle, classique, ordinaire, le pharmacien ne peut pas honorer la prescription. Très bien. Et si un médicament n'est pas prescrit au tableau des psychotropes, le pharmacien doit-il l'inscrire sur l'ordonnancier comme d'usage, comme on le fait actuellement? Dans l'état actuel des choses, non. Si le médicament n'est pas psychotrope, il ne peut pas le prescrire, il ne peut pas l'enregistrer sur l'ordonnancier et il ne peut pas exiger une ordonnance à souche. Sauf si le ministère prend une disposition spéciale imposant donc ces procédures aux médicaments assimilés qui ne sont pas psychotropes. Ou paraffer l'ordonnancier? Désormais, c'est clair, tous les registres, tous les ordonnanciers, quand il s'agit du secteur public, donc les hôpitaux, etc., c'est le directeur d'établissement qui procède à cette opération. Mais pour le secteur privé, que ce soit les médecins, les cliniques privées, le pharmacien d'officine, on va coter paraffer nos registres chez le directeur de la santé. Très bien. Existe-t-il un modèle de bon de commande et comment l'éditer? Non, un bon de commande n'existe pas un modèle précis. Il est juste précisé dans un article du décret les renseignements que doit comporter le bon de commande. Très bien. La durée d'archivage des souches jaunes conservées par le pharmacien? La règle générale, donc, pour les ordonnances à archiver, c'est 2 ans, aussi bien chez le médecin que chez le pharmacien ou dans n'importe quel autre établissement. Et pour les registres, les ordonnanciers, les registres, c'est 5 ans. Très bien. Si un patient se présente avec une prescription de médicaments psychotropes durant le mois, quelle est la quantité à servir? Bon, là justement, malheureusement, le décret est parti avec une mouture. On disait au cours du mois, mais il est sorti officiellement avec une autre expression. Ils disent début du mois. Bon, début du mois actuellement, tous les professionnels s'accordent à dire c'est les 15 premiers jours. Donc si le malade se présente avec une ordonnance durant les 15 premiers jours, on va donner la quantité complète du mois. C'est-à-dire début du premier mois, c'est 3 mois, début du deuxième mois, c'est 2 mois, et début du troisième mois, c'est 1 mois. Très bien. Quelle a été l'activité du syndicat SNAPO pour sensibiliser et expliquer les modalités d'application de ce décret? C'est sûr que le décret a suscité un petit peu des incompréhensions, bien des réserves de la part de beaucoup de pharmaciens. En tout cas, nous, avant même qu'ils sortent, nous avons annoncé dans toutes les assemblées générales, au cours de toutes les journées, les dispositions qu'il allait contenir. Et là, depuis sa promulgation, bien sûr, pour éviter qu'il y ait des incompréhensions, bien des réticences, peut-être même des réserves, etc., donc on a demandé au bureau de wilaya d'organiser des assemblées générales partout. Donc, ils ont répondu massivement. Il y a eu pas moins de 15 à 20 assemblées générales organisées en 20 jours depuis la sortie du décret par tous les bureaux de wilaya. Et les membres du Conseil national et du Bureau national et tous ceux qui sont proches du dossier ont assisté à ces assemblées générales, ils ont donné les éclaircissements nécessaires, et ils ont répondu aux questions posées par les pharmaciens d'officine. Du côté des pharmaciens, je pense qu'aussi bien le SNAPO et le Conseil de l'Ordre ont fait un grand travail d'information et de communication, pas seulement en organisant des assemblées générales, mais même à travers les mails et les forums. Il y a beaucoup de travail qui a été fait dans ce sens. Très bien, on vous remercie. On arrive à la fin de cette émission. Un mot pour la fin? Eh bien, je dis à tout le monde que le décret est venu pour remplir un grand vide et je suis sûr que les pharmaciens vont désormais exercer
avec leurs responsabilités bien définies, qu'ils ne vont plus payer pour les autres et qu'ils vont exercer dans la tranquillité et dans la clarté. Je pense que la vision est beaucoup plus claire maintenant. Le décret n'est pas là pour appliquer des dispositions pénales. Le pénal, c'est la loi 04-18. Le décret, il est là en soutien à ceux qui exercent dans le respect de la réglementation. Très bien. Je vous remercie, M. Belambri. On arrive à la fin de cette émission. On se retrouvera dans d'autres occasions, Inch'Allah. Merci. Merci, M.